manger de la terre. Homme de course et de foudre, homme de paille et de plume, homme orchestre, homme de main, homme de peine et homme de joie, homme droit, homme de loi, homme de peu, homme de rien, homme de bien, homme de cœur, et cœur de si belle envergure, homme de la rue. Petite mathématique pour homme libre. Si tous les amis vous présentaient les amis des amis de leurs amis à l'infini, ce serait la ronde autour de la terre. Et combien auriez-vous d'amis, combien autochtones de la... Donc les Juifs de Tunisie, c'est le sujet dont nous nous entretenons, ont formé en Tunisie une communauté très ancienne, implantée depuis des siècles et des siècles. Elle a connu toutes les invasions pratiquement qu'a connu le pays, et la dernière en date, ça a été l'invasion arabo-musulmane au 7e siècle après Jésus-Christ. À ce moment-là, les musulmans ont pris le pouvoir et ils ont astreint les non-musulmans, notamment les juifs, à une situation discriminatoire d'infériorité, qu'on appelle la situation de dhimmi, D-H-I-2-N-I-S. Cette situation impliquait quoi? Deux choses. D'abord, le pouvoir musulman disait on vous protège, vous êtes sous notre protection d'une manière inférieure, mais on vous protège. Deuxièmement, comme vous êtes inférieur, vous payez un impôt particulier qu'on appelait la jizya, un impôt discriminatoire de capitation, c'est-à-dire par tête, autant de personnes qu'il y a dans la communauté, autant d'impôts à payer. Tête, capitation. Donc cette situation d'infériorité a été plus ou moins bien vécue au cours des siècles, c'est-à-dire ça dépendait des souverains de la Tunisie. Certains souverains étaient plus tolérants que d'autres, plus souples que d'autres. Donc on ne peut pas dire que pendant des siècles et des siècles, ce statut a été rigoureusement appliqué. Ça dépendait. Alors, néanmoins, les Juifs de Tunisie ont connu des événements qui sont venus un peu changer les choses, notamment au XVIIe siècle, puis au XVIIIe. Il y a d'autres Juifs qui sont venus en Tunisie s'installer, qui n'étaient pas donc des Juifs autochtones, c'est des Juifs venus de Livourne. Ces Juifs de Livourne, si on remontait encore dans le temps, venaient d'Espagne, chassés par l'Inquisition. Et une partie d'entre eux, pas tous quand même, s'étaient installés à Livourne, et il y a eu donc des échanges commerciaux avec la Tunisie qui n'était pas loin de Livourne. Et finalement, quelques Juifs livournais sont venus carrément s'installer à Tunis pour jouer le rôle de correspondant avec les autres et faire des échanges. C'est ce qu'on appelait la communauté des graines. Pour les Juifs, il y a eu déjà une sorte de pressentiment. L'Alliance israélite, dont a dû vous parler, bon, l'Alliance israélite, 3 ans avant le protectorat, sentait l'évolution de la politique en Afrique du Nord, et notamment en Tunisie. Elle avait déjà installé une première école en 1878, une école de garçons, dans des conditions dont je vous passe les détails, parce que le premier directeur qui est arrivé à Tunis, qui s'appelait David Cazès, quand il est arrivé à Tunis, il est venu, il a dit, voilà, j'ai rien, et je vais obtenir tout. Il n'avait rien. Il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de local, et il a réussi. Vous savez, ce sont des gens, avec le recul, que je respecte d'une manière incroyable. C'est de vrais pionniers. Ils sont venus, il n'y avait rien, ils ont fait tout. Pour sortir, il fait venir, il crée une école de filles, il fait venir une directrice de France, mademoiselle Ungard, elle s'appelait, et cette femme ne connaît pas la Tunisie, bien entendu, donc elle découvre, oh là là, au début elle est affolée. Elles sont sales, ces filles, elles sont vulgaires, et puis elles ont un autre problème, un problème de fréquentation régulière. Elles viennent 2 jours et puis on ne les voit plus, elles reviennent 3 jours après. Où étiez-vous? Ah, ma mère m'a gardé à la maison, j'avais des courses à faire. Mais tu dois venir à l'école tous les jours, voyons. C'est difficile de faire entrer cette discipline européenne un peu de la scolarité. Finalement, une génération passe. Mademoiselle Ungard va quitter son poste, parce qu'elle est appelée à un autre poste, il y a une autre qui va la remplacer. Elle dit, le bilan est très positif. Les générations passent, elles changent, elles parlent de plus en plus français. On choisit des prénoms romans, on ne dit pas français, à côté du prénom juif. Par exemple, moi je m'appelle Albert, Chai, c'est resté, Armand, le troisième prénom, Marek,
l'élite musulmane lutte pour avoir son indépendance, l'élite juive lutte en pensant déjà, nous on ira un jour en Israël, nous on ira un jour en France. De période, d'expectative, qui ne va pas durer longtemps heureusement, mais qui va faire réfléchir tant les juifs que les musulmans. C'est la période d'occupation allemande en Tunisie. La Tunisie va être occupée par l'Allemagne pendant 6 mois. De novembre 1942 à mai 1963, il faut le savoir. Je ne savais pas. Alors, comment ça se fait que les Allemands rentrent en Tunisie? Qu'est-ce qu'ils viennent faire en Tunisie? Ils n'avaient pas l'intention d'y être d'ailleurs. Mais comme il y avait la bataille du désert, je ne sais pas si vous avez entendu parler pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une bataille dans le désert qui a commencé en Libye, parce que les Allemands, dans leur guerre mondiale, avaient débarqué un régiment qui s'appelait l'Africa Corps, dirigé par Rommel. Dans quel but? Que viennent-ils faire dans le désert alors que la guerre est en Europe? Ils voulaient aller vers l'Égypte et bloquer le canal de Suez pour les Anglais. Comme ça, le pétrole et toutes les marchandises qui passaient par le canal et qui allaient vers l'Angleterre, l'Angleterre étant maîtresse des mers, justement, soient bloquées. Ça a été donc une arme dirigée contre l'Angleterre. Donc il y a eu une bataille du désert, l'Angleterre a vite compris le danger, elle a envoyé donc ses propres troupes. Il y a eu donc, en plein désert libyen, des batailles, il y a la bataille de Tobrouk, il y a l'Alamein, c'est des grandes batailles du désert entre l'armée britannique de Montgomery et l'armée allemande de Rommel. Il y a eu le travail forcé, obligatoire, et on préparait même un camp. Heureusement que l'occupation n'a duré que 6 mois, mais ça aurait été comme en Europe. C'était dans quelle année? Alors, de novembre 1942 à mai 1943, 6 mois d'occupation. Et j'ai vu, j'étais gamin, attention, parce que j'avais 6 ans, j'ai vu dans la rue, j'étais chez ma tante, à l'époque on était bien là chez ma tante, en plein centre-ville, les Allemands, on se voyait dans un film, les Allemands qui levaient les mains, et les Anglais, les Britanniques et les Français de Gaulle, qui étaient là en train de les cerner, quoi. C'était la libération. Ouais. Alors, cette occupation a eu des conséquences. Elle n'a duré que 6 mois. Heureusement, il n'y avait pas eu de mort vraiment pour les Juifs. Mais elle a fait réfléchir. D'abord, les Tunisiens musulmans. Ils se sont dit, la France, d'accord, elle est dans le camp des vainqueurs, mais elle a perdu la guerre, en fait, en 1940. La France a perdu la guerre. Ce n'étaient pas les Américains, les Anglais. Donc, elle n'est pas si terrible que ça. C'est un tigre en papier. L'expression, entre guillemets, un tigre en papier. C'est-à-dire que l'heure de notre indépendance arrive. C'est le moment jamais. D'accord. Et les Juifs, bon, pas tous quand même, une partie des Juifs se sont dit, vraiment la France, la grande France, elle nous a appliqué les lois de Vichy, il y a eu des lois raciales. Ah oui. C'est-à-dire que ça peut arriver même dans un pays comme la France. Parce que les Juifs avaient tendance en Tunisie à regarder la France comme le Messie. On a l'esprit messianique, donc on idéalise très vite. Et là, certains Juifs, alors les sionistes ont dit, vous avez vu que l'avenir, c'est plus la France. C'est Israël. Il faut créer un État juif. Il n'était pas encore créé. Donc l'élan vers le sionisme a augmenté. C'est accru. Donc les tendances s'affirment. 1956, bon après divers démêlés, la France accorde l'indépendance à la Tunisie. Il y a eu des attentats, et on l'a accordé d'abord au Maroc, à Mohamed V, le roi du Maroc. Donc c'est dit ce qu'on a accordé au Maroc, on ne peut pas l'accorder à la Tunisie, de protectorat. Donc la Tunisie, quelques mois après, a eu son indépendance. Et donc l'heure est venue du départ. Remarquez déjà, les Juifs avaient pris un peu les devants. En France? Alors certains sont allés en France, et d'autres sont allés en Israël. On fait leur alia. Et quand on fait les comptes, sur 100 000, on peut dire que c'était moitié-moitié. 50 000 en Israël, 50 000 en France. Mais, comme j'ai dû le dire la dernière fois, quand les Juifs qui sont venus s'installer en Israël, donc qui a été créé en 1948, sont arrivés, les gens de l'agence juive ont dit, mais où sont vos chefs? Ils dit, nos chefs, ils sont en France. Les Juifs sont arrivés en France et ils se sont installés dans certaines villes, dans certains quartiers. À Paris surtout. À Paris, alors bon, les quartiers, vous les connaissez tous, Belleville, Sarcelles, Créteil, Sarcelles, et puis dans d'autres villes de la côte, Marseille, Nice, Cannes, Lyon,
la vallée du Rhône, Ah Montpellier, Toulouse. J'ai eu envie d'étudier les conditions de la décolonisation de la Tunisie. Je trouvais que les conditions de la décolonisation avaient été très différentes entre l'Algérie et la Tunisie. Et que les historiens qui se penchaient sur la décolonisation de l'Algérie ne regardaient pas ce qui s'était passé à Tunis, à la frontière algérienne. Donc j'ai commencé par étudier les conditions de la décolonisation de la Tunisie vues du côté français. D'accord. Dès 1883, il y a eu un enseignement public qui a été créé en Tunisie par la France et qui a été ouvert à tous. C'est une situation différente de celle du Maroc. Parce qu'au Maroc, l'Alliance israélite a ouvert ses portes dans les années 1870 à peu près, mais le protectorat français n'a existé qu'à partir de 1912. C'est-à-dire que l'Alliance a eu le monopole de l'enseignement juif de 1870 à 1912. Mais bien mieux, lorsque l'UOT a organisé le protectorat, il a organisé un enseignement public, mais il n'a pas voulu organiser un enseignement public pour tous. Il a créé les écoles franco-arabes pour les musulmans, les écoles franco-israélites pour les juifs, écoles qui ont été confiées à l'Alliance, et les écoles françaises, purement françaises, pour les Français. Ce qui fait que majoritairement, les juifs du Maroc, au moins jusqu'en 1950, ont été scolarisés par l'Alliance, dans des écoles juives. Tandis qu'en Tunisie, à partir de 1910, les juifs ont été majoritairement scolarisés vers l'enseignement public. Parce que les écoles publiques étaient ouvertes à tous, la population juive, la majorité de la population juive, préférait scolariser ses enfants dans l'enseignement public. Parce qu'il était gratuit, parce qu'il avait la réputation d'être meilleur, ce qui n'était peut-être pas tout à fait exact, mais parce que c'était aussi, les parents y voyaient un facteur de brassage humain et un facteur d'intégration et d'européanisation. Tandis que les écoles de l'Alliance ont été minoritaires en Tunisie, ont scolarisé une minorité d'enfants juifs, mais ceux dont les parents voulaient qu'ils conservent les traditions juives et notamment qu'ils pratiquent le repos hebdomadaire, le Shabbat, et qu'ils chôment au moment des fêtes juives, ce qui était impossible dans l'enseignement public. Donc l'Alliance a été au contraire un conservatoire du judaïsme, mais elle n'a pas scolarisé la majorité de la population juive. Donc quand vous me disiez pourquoi ils parlaient français, ils parlaient français parce qu'ils avaient été scolarisés dans l'enseignement public. Il y avait très peu de juifs qui n'ont pas été scolarisés. Entre l'Alliance et l'enseignement public, tous les enfants juifs ont été scolarisés, plus ou moins longtemps, bien entendu, suivant leurs aptitudes. Et puis, dans la vie quotidienne, la langue française prédominait. Donc, les anciennes générations parlaient mal le français, mais elles le parlaient quand même. Il y a eu des obstacles économiques, parce que les Juifs sont arrivés ne pouvant pas emporter leurs biens, ne pouvant pas emporter leur argent, puisque même l'exportation du dinar a été interdite à partir de janvier 1959. Donc les Juifs arrivaient avec un dinar ou 2 dinars en poche. Donc ils ont été à la charge des institutions sociales juives. Les Allemands ont persécuté, comme partout où ils se sont installés, ils ont persécuté la population juive, ils ont placé la jeunesse juive dans des camps de travail. À l'intérieur de ces camps de travail, il y a eu des sévices, il y a eu les jeunes juifs étaient traités à coups de cravache, à coups de fouet, étaient battus et soumis à des
tortures physiques dangereuses, à des